Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette 59e webconférence de l'APCC qui est sur le thème de l'hydrogène, une opportunité pour décarboner la mobilité lourde. Donc, je suis moi-même Gaëlle Vandeput, je suis responsable logistique et événementiel pour l'APCC et coordinatrice de cette webconférence. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on a Philippe Lauret et Jean Lecoguic pour Enoya, qui sont présidents et associés respectivement. Et on a Christelle Sab et Richard Laurent pour la Vallée Sud Mobilité. Donc Richard qui est directeur de la Vallée Sud Mobilité et directeur général de la Vallée Sud Hydrogène. Et Christelle Sab qui est chef de projet énergie électrique et hydrogène. Et donc je vais passer la parole aux intervenants et je crois que c'est Philippe qui parle en premier. Bonjour à tous. Un mot rapide déjà pour vous dire qui est Enoya. Donc, Enoya, c'est un cabinet de conseil stratégique qui accompagne les collectivités territoriales et les entreprises sur les questions de transition écologique, en particulier sur les questions de stratégie bas carbone. Et voilà, je tiens à insister sur le fait aussi qu'on est une société indépendante, indépendante de tout intérêt financier, de tout intérêt industriel, de tout lobby aussi. Et en fait, si on a décidé de vous proposer de vous parler aujourd'hui de l'hydrogène, c'est parce que c'est un sujet qu'on connaît bien. On a travaillé depuis 2 ans sur ce sujet. On a fait de nombreuses études. Certaines études sont toujours en cours. Et on pense voilà, qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, pour parler, en fait, pour concevoir un système énergétique, il est impératif de prendre en compte les 3 défis de l'humanité. Souvent, on a en tête la question du réchauffement climatique et la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Moins souvent, on a à l'esprit la question de la chute de la biodiversité. La chute de la biodiversité, elle doit être prise en compte quand on conçoit un système énergétique, surtout sur un aspect qui est la question de la concurrence d'usage des sols. Il est important de ne pas accaparer une surface de sol trop importante qui vient en concurrence avec des questions de biodiversité ou en concurrence avec des enjeux d'alimentation. Et puis, évidemment, il y a la question de l'épuisement des ressources. Et malheureusement, nous vivons actuellement un événement particulièrement dramatique en Europe qui nous rappelle combien cette question de la tension sur les ressources, en particulier pétrolières, sur les ressources minérales, est évidemment une question qui est centrale quand on aborde la question des systèmes énergétiques. Et de ce point de vue-là, l'hydrogène est intéressant parce qu'il permet de considérer ces 3 défis de l'humanité. Pour vous parler de l'hydrogène, je pense que la première chose qui est importante, c'est de revenir finalement à un certain nombre de caractéristiques de l'élément. Alors, sans faire un cours de chimie, évidemment, l'objectif ici, c'est de rappeler les éléments principaux. L'hydrogène, c'est le plus petit atome, l'atome le plus léger, le premier atome dans le tableau périodique des éléments. Il a été synthétisé au moment de la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire juste après le Big Bang, et c'est l'atome le plus présent dans l'univers. Il représente 92% des atomes de l'univers. De manière plus anecdotique, c'est 63% des atomes du corps humain. Et parce que c'est évidemment un corps extrêmement léger, en termes de masse, c'est un peu moins. Mais c'est quand même 75% de la masse de l'univers et 10% de la masse du corps humain. Sa forme simple, c'est la molécule de dihydrogène qui est constituée de 2 atomes d'hydrogène associés et qui partagent 2 électrons. Son point de fusion est à moins 259 degrés, son point d'ébullition en moins 252 degrés. Tout ça pour dire que, évidemment, on connaît cet élément sous sa forme principale qui est le gaz, et que pour l'amener à une forme liquide, il faut descendre à des températures extrêmement basses. C'est un élément qui est très peu disponible sur Terre à l'état naturel. Il y a des gisements qui existent, par exemple, on a trouvé des gisements au Mali. On sait aussi qu'on peut aller chercher de l'hydrogène dans les fosses marines, mais c'est compliqué d'aller le chercher. Et ça, on y reviendra, mais ça veut dire donc évidemment, si on en a besoin, on a besoin de le synthétiser. Il a un pouvoir calorifique qui est important. Ces atomes, en fait, la molécule d'hydrogène présente un pouvoir calorifique qui est 3 fois supérieur à la molécule de gaz, de propane, de gaz butane ou de pétrole. L'autre avantage qu'il a, c'est que dans sa combustion, finalement, il ne produit que de l'eau. Mais le gros inconvénient qu'il a, c'est qu'il a une masse volumique qui est très faible. Pour 1 mètre cube, dans des conditions normales de température et de pression, on a 90 grammes de dihydrogène.
là où on a habituellement 2 kg de propane, 2,7 kg de butane, voire presque 1 tonne de pétrole. Et donc, on comprend que entre le fait que sa masse volumique est faible et qu'il est finalement très peu disponible à l'état naturel, il n'a pas été choisi de manière prioritaire pour les besoins énergétiques. L'hydrogène est présent dans de nombreuses molécules, donc sous forme de dihydrogène. Associé à l'oxygène, il forme de l'eau. Associé au carbone, il forme toute la chaîne des alcanes, donc le méthane, l'éthane, le propane, le butane, etc. Associé à l'azote, il forme l'ammoniac et tous les dérivés en vrai. Associé aux halogènes, en particulier au chlore, il forme les acides forts. Et pour ce qui est du chlore, c'est l'acide chlorhydrique. Tout ça pour dire que l'hydrogène est utilisé aujourd'hui dans de nombreuses industries chimiques et pétrochimiques. Il a une consommation actuelle dans le monde qui se situe autour de 50 millions de tonnes par an. Donc, si on résume ce qu'on vient de se dire dans ces 2 slides, c'est l'élément le plus commun dans l'univers. Ça veut dire que, théoriquement, c'est une ressource inépuisable. Il est très peu disponible sous sa forme pure sur Terre. Ça veut dire que si on a besoin d'hydrogène, il faut le synthétiser. C'est un gaz à fort pouvoir énergétique, donc il va être un vecteur énergétique intéressant à considérer. Il produit uniquement de l'eau lors de sa combustion, ça veut dire qu'il a un intérêt environnemental et sanitaire. Sa masse volumique est faible, ça veut dire qu'il représente un défi en matière de transport et en matière de stockage, comparaison à d'autres molécules. Et il se combine à de nombreux autres éléments chimiques, et donc c'est un élément clé pour plusieurs industries. Aujourd'hui, les usages principaux de l'hydrogène, c'est dans l'industrie, et en général, il est synthétisé à l'endroit où on l'utilise, et donc ça veut dire qu'il n'est pas transporté. Il est synthétisé aujourd'hui essentiellement par vaporoformage. Donc le vaporoformage, c'est quoi? C'est de l'association de méthane et de vapeur d'eau, et donc qui produit de l'hydrogène. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que ça produit aussi du CO2. Un ratio à avoir à l'esprit, pour 1 kg d'hydrogène produit par vaporoformage, il faut 11 kg à peu près, enfin on a 11 kg d'émissions de CO2. Alors l'alternative, une des alternatives connues, parce qu'il y en a d'autres, mais qui ont les mêmes problèmes en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais l'alternative connue qui peut permettre de générer l'hydrogène avec moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc c'est une méthode qui est connue depuis très longtemps, depuis le 19e siècle. Il s'agit simplement de casser la molécule d'eau par injection d'un courant électrique. On récupère d'un côté de l'oxygène, de l'autre côté de l'hydrogène. L'hydrogène récupéré ainsi peut être stocké. Et ensuite, quand on en a besoin, on recombine au sein de la pile à combustible l'hydrogène avec de l'oxygène, et cette opération produit de l'électricité. Donc on a l'électricité au départ, pour casser la molécule d'eau, on récupère de l'électricité en bout de chaîne au moment où on recombine la molécule d'eau. Le problème, donc c'est une solution de stockage de l'électricité. Le problème, c'est une solution de stockage qui a un rendement qui n'est pas extraordinaire. Alors là, j'ai mis des chiffres qui dépendent de beaucoup de paramètres. Vous trouverez dans la littérature d'autres chiffres éventuellement, mais ça donne les ordres de grandeur. Voilà, pour l'électrolyse, on a un rendement, c'est-à-dire une électricité récupérée en bout de chaîne qui est de l'ordre de 25 à 30% de l'électricité qui est injectée au départ, quand pour les batteries électriques, le rendement est plutôt de 70%. Un autre schéma qui explique donc comment on peut synthétiser de l'hydrogène à partir d'eau par électrolyse. Donc on a d'un côté l'électricité. Alors si cette électricité est elle-même produite de manière décarbonée, par exemple avec des énergies renouvelables, on combine avec de l'eau, on a l'électrolyse, ça produit de l'hydrogène. L'hydrogène peut ensuite être stocké et utilisé au moment où on en a besoin. Dans cette configuration-là, on a 1,6 à peu près kg d'émissions de CO2 pour 1 kg d'hydrogène produit. Bon, ça ne tient pas compte du transport, du stockage et de la distribution, mais on voit quand même que le ratio est beaucoup plus intéressant que le ratio du vaporoformage. Et donc, l'un des usages possibles pour l'hydrogène, c'est de l'utiliser en mobilité électrique. Donc là, on a un véhicule électrique. Donc, c'est quoi en fait un véhicule à hydrogène? C'est un véhicule électrique, un moteur électrique, où on a des réservoirs d'hydrogène, une pile à combustible,
Et donc, quand on a besoin d'énergie pour mouvoir le véhicule, on utilise l'hydrogène qui est puisé dans les réservoirs du véhicule, qui est injecté dans la pile à combustible et qui permet de produire du courant électrique qui met en route le moteur électrique. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement si aujourd'hui l'usage principal de l'hydrogène, jusqu'à présent l'usage principal c'était l'industrie et sans transport, si vous vous souvenez de l'image que je vous ai mise au départ, où on voit des véhicules à hydrogène et on voit de l'électricité d'origine renouvelable, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on parle aujourd'hui d'utiliser l'hydrogène pour la mobilité et de l'utiliser en couplage avec l'électricité renouvelable. Pour comprendre ça, il faut revenir sur la décennie qui vient de se passer, qui a changé beaucoup de choses. D'abord, sur le plan de l'électricité. Sur le plan de l'électricité, il y a eu un événement important en 2011, c'est l'accident de Fukushima au Japon, qui a conduit plusieurs pays européens, et en particulier l'Allemagne, à renoncer au nucléaire. Ce faisant, ces pays ont choisi d'investir massivement dans les énergies renouvelables, avec une difficulté toutefois qui est bien connue, c'est que les énergies renouvelables produisent de l'électricité de manière intermittente, puisque en fait, ça dépend évidemment du vent, de la lumière du soleil, etc. Et donc, ce qui a été nécessaire pour des pays comme l'Allemagne, c'est de refaire monter en puissance un certain nombre de centrales thermiques. Le problème des centrales thermiques à gaz, à charbon, c'est qu'elles produisent évidemment du CO2. 2015, la COP21 à Paris, donc les pays, quasiment tous les pays du monde entier s'entendent pour définir un objectif maximum de réchauffement climatique à 1,5 degré pour le siècle. Et dans les années qui suivent, ça s'est transformé en des engagements concrets de la part de ces pays en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, on voit bien que là, il y a une difficulté, avec d'un côté une électricité qui produit des gaz à effet de serre de manière assez importante, et de l'autre côté, des engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, l'hydrogène a été regardé comme une solution de stockage de l'électricité à grande échelle. Ce que les batteries électriques ne peuvent pas faire. Les batteries électriques peuvent stocker de l'électricité et pour des usages finalement assez limités. L'hydrogène peut être une solution de stockage à très grande échelle de l'électricité. Et donc, pour ces pays, l'hydrogène a été perçu comme un maillon manquant, finalement, pour faire une transition écologique basée sur les énergies renouvelables. Pour ce qui est de la mobilité, quelques chiffres. Il faut savoir, donc c'est en France, donc ça c'est des chiffres issus du rapport sur l'état de l'environnement en France de 2019. Le secteur des transports représente 31% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'entre 1990 et 2000, si l'ensemble des autres secteurs ont réussi à réduire leur impact carbone, vous voyez, moins 28% sur la courbe, dans le secteur des transports, on continue d'avoir une augmentation des gaz à effet de serre. Et l'objectif qu'on a pour 2050, c'est d'arriver à un équilibre, c'est-à-dire à une neutralité carbone, entre guillemets, c'est-à-dire finalement à ne plus émettre de gaz à effet de serre. Donc évidemment, il y a une contradiction. Enfin, il y a une équation difficile à résoudre. Par ailleurs, dans la décennie qui vient de se passer, il y a un certain nombre de lois qui ont été mises en œuvre pour des raisons évidemment écologiques, mais aussi pour des raisons sanitaires. Il y a eu d'abord en 2014 la réglementation européenne Euro 6 qui a imposé un certain nombre de contraintes sur les émissions des moteurs. La loi en France, Transition énergétique pour la croissance verte en 2015, qui a imposé un certain nombre de contraintes aux grosses agglomérations et aux zones ZFE, donc les zones à faible émission, pour le renouvellement de leurs véhicules, avec des échéances charnières en 2020 et 2025. En 2020, l'Europe a décidé de fixer à 2035 la fin de la commercialisation des voitures neuves à moteur thermique. Et en 2021, la France a transposé une directive européenne à travers l'ordonnance 2021-1490 et 4 décrets qui fait apparaître une nouvelle notion, c'est une notion de véhicule à très faible émission. Et donc, avec des contraintes renforcées par rapport à la loi de transition énergétique de 2015, qui s'applique pour l'État, mais aussi pour les collectivités territoriales. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? On a un groupe 1 qui a été créé, dans lequel
les véhicules doivent impérativement être soit des véhicules électriques à batterie, soit des véhicules électriques à pile à combustible, soit une combinaison des deux. Mais donc, par rapport à la réglementation précédente où il y avait la possibilité d'utiliser des véhicules GNV, bio-GNV combinés ou des véhicules électriques à batterie, on voit qu'il y a l'apparition d'un nouveau groupe dans lequel il n'y a plus que la solution électrique en fait, qui est autorisée. Concrètement, ça veut dire, alors évidemment, il faut analyser les textes pour rentrer dans tous les détails, mais ça veut dire des choses extrêmement concrètes. Là, j'ai placé ici quelques éléments, mais ça veut dire que pour les collectivités qui sont soumises évidemment à ces obligations de réduction, de verdissement de leur flotte, ça veut dire que, par exemple, à partir du 1er juillet 2022, pour les nouveaux bus et les nouveaux autocars, il faut avoir au moins 25% de renouvellement avec des véhicules électriques, à batterie ou à hydrogène. Et ça voudra dire, je crois, c'est au 1er janvier 2025 ou 2026, c'est 50%. 50% des véhicules devront être des véhicules électriques à batterie ou véhicules hydrogène pour les bus et les autocars. Il y a des contraintes aussi sur les véhicules légers qui découlent de cette loi qui s'applique aux collectivités. Voilà. Et puis, il y a la réglementation européenne Euro 7 aussi qui va arriver, qui va sûrement durcir la réglementation. J'en arrive à la conclusion. Les raisons de l'émergence de l'hydrogène aujourd'hui, c'est d'abord une décarbonation de l'industrie dans tous les secteurs où l'hydrogène est utilisé. L'objectif, c'est de remplacer la méthode du vaporeformage par la méthode de l'hydrogène produite par électrolyse de l'eau. L'hydrogène apparaît comme une solution de stockage à grande échelle de l'électricité, et donc complémentaire des ENR. Et puis, c'est une solution complémentaire des batteries électriques, on va y revenir ensuite, pour décarboner une partie de la mobilité, plus particulièrement la mobilité qui concerne les véhicules lourds et les véhicules utilitaires. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est en train d'émerger de manière forte et sans doute aussi renforcée par le contexte actuel. La question se pose désormais de savoir est-ce que finalement l'hydrogène ne pourrait pas être aussi un combustible susceptible de remplacer le gaz naturel pour un certain nombre d'usages en chauffage. Voilà pour cette première partie de la présentation. Alors, je pense qu'on arrive aux questions-réponses. Donc, je vais regarder. On a deux. Je te passe les deux questions techniques qu'on a reçues. La première, est-ce qu'on a une idée des NOx émises lors de la combustion de l'H2? Deuxième question, quel est le ROI, c'est-à-dire le taux de retour énergétique du vaporeformage et de l'électrolyse dans les deux technologies utilisées ou citées? Il y a une question qui porte sur les ressources mondiales en métaux rares nécessaires à la fabrication des packs, donc des piles à combustible, stock et recyclabilité. Et il y a une question qui porte sur le réel impact environnemental de l'hydrogène aujourd'hui, au sens entrant-sortant, c'est-à-dire consommation d'eau, consommation d'énergie. Ça, c'est une question générale sur l'impact environnemental, mais qu'il faut probablement prendre dans un contexte différent. OK. Alors, on va essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Alors, certaines, je vais passer, les réponses, on les fera par écrit, parce que certaines seront trop compliquées. Celle du ROI, par exemple, vaporeformage, électrolyse. On peut néanmoins dire quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, semblerait, d'après les chiffres dont nous disposons, qu'avec le prix du gaz naturel tel qu'il est aujourd'hui, on serait en mesure, pour des électrolyseurs de grande taille, de produire finalement de l'hydrogène décarboné à un prix plus intéressant que le prix aujourd'hui issu du vaporeformage. Donc on voit que cette question que j'ai évoquée au départ, de la question de la ressource minérale, de la ressource pétrolière en l'occurrence, ou de la ressource gazière, et du contexte aussi économique et géopolitique mondial qui résulte de cette tension sur les ressources, fait que la solution de l'électrolyse, qui n'était économiquement pas viable jusqu'à il y a peu, finalement arrive aujourd'hui à un stade où
en termes de coûts, permet d'avoir un hydrogène décarboné à des coûts comparables. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Sur la combustion de l'hydrogène, alors la combustion de l'hydrogène, je ne suis pas un expert de la combustion de l'hydrogène, mais ce que je sais, c'est que toute combustion, de toute façon, s'accompagne quand même avec évidemment les matériaux qui sont altérés par la production d'un certain nombre de particules fines. Et donc, c'est pour ça que l'usage prioritaire qui est envisagé pour l'hydrogène, c'est de l'utiliser dans des moteurs électriques. Et donc, ce n'est pas de l'utiliser directement en combustion, mais c'est bien de l'utiliser au sein de la pile à combustible pour refaire de l'électricité, pour générer de l'électricité au sein d'un moteur électrique. En matière de métaux rares, alors c'est une question intéressante. Globalement, il y a un métaux rare, enfin un métal qui est très sollicité par l'hydrogène, c'est le platine. Donc, avec des réserves de platine qui sont essentiellement aujourd'hui concentrées en Afrique du Sud. Je crois que la Russie doit être le deuxième producteur de platine. Donc, il y a un enjeu effectivement sur le platine. Il faut savoir, c'est que le platine est utilisé aussi dans les pots catalytiques. Et donc, le platine qui ne serait plus utilisé dans les pots catalytiques pourrait être utilisé dans les piles à combustible. Il faut savoir aussi, c'est qu'en matière de recyclage, il est beaucoup plus facile de recycler une pile à combustible que de recycler une batterie électrique. Donc là, il y a des avantages par rapport à la solution batterie électrique qui nécessite également de nombreux métaux rares, de nombreux métaux, mais pour lesquels il est beaucoup plus difficile, voire quasiment impossible, de faire du recyclage. Bon, je ne vais pas rentrer davantage dans le débat à ce stade-là, mais en tout cas, on voit que effectivement, c'est une question intéressante. Donc l'impact de l'hydrogène en termes de consommation d'eau, il faut savoir, c'est que la consommation d'eau aujourd'hui, les écosystèmes qui sont en train de se construire prévoient des électrolyseurs d'une taille d'1 mégawatt à peu près électrique, voire un peu plus, ce qui représente environ 150 tonnes d'hydrogène produit dans une année. Il faut savoir que le besoin en eau pour produire cet hydrogène correspond à peu près à la consommation moyenne de 90 à 100 Français aujourd'hui. Donc, une consommation totale en eau, c'est-à-dire à la fois pour usage sanitaire et en tant que boisson. Donc, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problématique sur la consommation d'eau. Après, par contre, il y a besoin, effectivement, pour faire de l'électrolyse, on a besoin d'une quantité importante d'électricité et d'électricité décarbonée. Alors, quelle quantité d'électricité supplémentaire était nécessaire pour alimenter toutes ces propositions? Je crois que les ordres de grandeur que j'avais en tête, c'est que si on voulait convertir tout le parc français automobile à l'hydrogène, ce qui n'est évidemment pas envisagé, puisque les batteries électriques restent un schéma pertinent pour une partie. Mais je crois qu'il faudrait quasiment doubler la production électrique française. Donc, effectivement, ce n'est pas anodin du tout, quoi. En tout cas, l'ordre de grandeur, il est là. Alors, ACV de l'hydrogène du puits à la roue versus électrique. Non, il n'y a pas d'ACV complète aujourd'hui, me semble-t-il, qui ont été faites pour l'hydrogène. En matière de carbone, on est quand même sur... Non, ouais, je passe la question parce que je n'ai pas les éléments en tête. Donc, quelle quantité d'eau j'ai répondu? Ordre de grandeur des stockages existants? D'électricité via hydrogène. Non, aujourd'hui, on est sur des quantités qui sont faibles en matière de stockage et d'hydrogène décarboné. Alors, le biométhane, donc ça, c'est un sujet qui est évoqué. Le biométhane pose l'un des problèmes que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'usage des sols. C'est-à-dire que si on produit du biométhane à partir de déchets exclusivement, très bien. Si on commence à avoir des cultures agricoles qui sont dédiées à la production d'énergie, on en vient finalement
à utiliser une partie des surfaces pour les besoins énergétiques, ce qui présente une problématique d'abord en termes de biodiversité, mais aussi en termes d'équilibre pour les sujets alimentaires. Donc, le biométhane semble être une solution qui est intéressante à petite échelle, mais à très très grande échelle pose également des problèmes globaux. Voilà. Alors, je prends la suite. Merci pour toutes ces questions. On va tâcher d'y répondre par écrit. Je vais venir de manière un peu plus précise à ce qui concerne le développement de l'hydrogène en France à travers un concept qu'on appelle l'écosystème territorial hydrogène. Alors, c'est un concept qui est français et on va vous expliquer pourquoi et comment. Tout d'abord, un petit panorama mondial des pays qui se sont dotés d'une stratégie hydrogène, puisque la France s'en est dotée, mais elle n'est pas la seule. Donc, dans cette diapo, vous verrez, vous voyez l'ensemble des pays qui s'en sont dotés. C'est quelque chose d'assez récent. On va dire que c'est les 2-3 dernières années, 2018, 19, 20, une grande accélération en 2020. Et donc, vous voyez, c'était finalement relativement indépendant de la crise du pétrole et du gaz telle qu'elle existe aujourd'hui de manière aiguë en Europe, même si, évidemment, on comprend maintenant que, comme ça a été évoqué par Philippe, le prix des hydrocarbures, s'il venait à rester à ces niveaux élevés, va accélérer probablement le déploiement de solutions de mobilité décarbonées telles que l'hydrogène. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'ensemble des pays se sont fixés des objectifs de puissance d'électrolyse, ont choisi l'électrolyse comme moyen principal et ils se sont fixés des volumes en gigawatts en général installés ou électriques de production. Donc l'idée, c'est en Allemagne, en France, en Espagne, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, d'installer X mégawatts électriques d'électrolyseurs de manière à produire un volume d'hydrogène correspondant. Donc, ce sont des cibles essentiellement quantitatives, mais pas uniquement. Parfois, certains ont fixé des cibles en millions de véhicules H2, en proportion de leur flotte H2, de véhicules qui seraient basculés à l'hydrogène. La plupart des pays ont, pour finir, fixé un objectif de volume d'investissement. Derrière tout cela, l'Union européenne a pris la main à partir de 2019, puisque l'hydrogène a été reconnu comme l'une des technologies reconnues d'intérêt stratégique, et un grand plan européen a été lancé en 2020, à l'été 2020. L'été 2020, date à laquelle le plan français hydrogène a également été lancé, qui fait suite à un plan plus petit que Nicolas Hulot avait mis en place au départ. Les ordres de grandeur sont vraiment des multiples très importants. Le plan français donc, a été renforcé dans le cadre du plan France 2030 et on ne l'a pas mis sur cette slide, mais il y a un petit peu moins d'un mois, la Commission européenne, juste après donc, le déclenchement des hostilités en Ukraine et la tension sur les marchés de l'énergie, a annoncé qu'elle souhaitait tripler ses objectifs de production d'hydrogène décarboné. Et la présidente de la Commission von der Leyen ayant annoncé que la production d'hydrogène décarboné ainsi que les renouvelables était la meilleure manière de se sortir de la dépendance aux hydrocarbures russes. Pour revenir sur le plan hydrogène en France, comme je vous l'avais annoncé, c'est un plan qui est doté de moyens budgétaires relativement forts. Il y a très peu de plans finalement quand on réfléchit qui sont dotés d'autant de volumes financiers en aussi peu de temps. Donc 7 milliards d'euros plus 1,9 milliard dans le cadre du plan de relance et probablement dans les plans successifs des années à venir aussi. L'idée claire, c'est de devenir en France le leader de l'hydrogène vert. Vous savez qu'en France, on aime particulièrement, l'État aime bien créer ou booster des filières en particulier. On a eu ce débat au moment, il y a une quinzaine d'années, de l'émergence du photovoltaïque en France avec la volonté, là encore politique, de créer une filière. Et ce qui n'a pas pu complètement être fait sur le plan photovoltaïque et ce qui n'a pas pu complètement être fait sur le plan des batteries, même si des usines de batteries, de production de batteries sont montées en France, bien sûr. Ce qui n'a pas pu complètement être fait, le gouvernement s'est dit il faut absolument que sur l'hydrogène, tant sur les piles à combustible que sur la production d'hydrogène elle-même, la France garde une autonomie industrielle. Et donc, dans ces milliards
d'euros qui sont programmés. L'idée, ce n'est pas uniquement d'acheter des équipements à l'étranger et de produire de l'hydrogène vert avec du courant d'origine décarbonée, mais c'est bien aussi d'avoir en France une base et une filière industrielle. Concrètement, l'idée, c'est de faire émerger des écosystèmes hydrogène, donc j'y viens, avec, vous voyez, un focus sur la mobilité. Il y a également un focus sur lequel on n'insiste pas aujourd'hui, qui est sur la décarbonation de l'industrie, qui est consommatrice en hydrogène, comme Philippe l'a indiqué au départ. À côté de la décarbonation, donc en tout cas de la décarbonation de l'industrie avec l'hydrogène vert, l'idée, c'est de décarboner la mobilité en France. Donc, vous voyez que pour ce qui concerne 2020 et même 2021, il n'y en a pas beaucoup plus, hein. Les véhicules qui circulent à l'hydrogène, je dirais, les chiffres sont relativement symboliques. Chaque annonce de nouveaux systèmes de bus ou de trains à hydrogène, évidemment, est une annonce majeure parce qu'on est au démarrage de la filière. Les objectifs 2030, que vous voyez donc au milieu de la diapo et à droite, sont des objectifs ambitieux. En termes de véhicules légers, on parle de 300 000 véhicules, de véhicules lourds. On verra pourquoi l'hydrogène est particulièrement adapté aux véhicules lourds, également aux trains. Là, je pense au TER, mais également aux locotracteurs, donc au transport de marchandises, et la décarbonation par l'hydrogène de la mobilité des bateaux, essentiellement sur les ports, mais on parle aussi de mobilité fluviale. Donc, vous voyez à droite les scénarios cumulés en empilant les différents usages d'hydrogène, hein, raffinage, chimie, industrie, sidérurgie, carburant, mobilité. Vous voyez en bleu donc 160 et à droite 325. Donc, c'est l'unité qui peut doubler entre un scénario d'ambition 2030 et de l'ambition plus 2030. C'est la mobilité dont on parle aujourd'hui. Avant de venir au cas concret, nous annonçons aussi, donc nous reportons sur la base de ce qui a été dit début mars par Bruno Le Maire, les projets importants d'intérêt européen commun. Donc, un certain nombre d'industries, d'industriels et de start-up avaient soumissionné auprès du gouvernement français en proposant que certains de leurs projets autour de l'hydrogène, dans le cadre de la filière ou de production ou de décarbonation de process, soient labellisés projets importants d'intérêt européen commun. Et voilà les 15 projets français qui ont été présélectionnés par le gouvernement dans le cadre donc, du PIEC hydrogène. Donc, vous voyez à la fois les sites et les entreprises, entreprises dont certaines sont connues. On pense à Arkema, à Alstom, à Air Liquide, à Plastic Omnium, par exemple, ArcelorMittal, mais d'autres comme Genvia, Senvio, Elogen, Aivia sont des entreprises dédiées à l'hydrogène en particulier qui, grâce à ce plan de subvention, développent des technologies et souhaitent les diffuser. Qu'est-ce qu'un écosystème territorial hydrogène? Pour y venir concrètement, l'idée concrète du gouvernement français et du plan qui se développe donc depuis 2 ans maintenant, c'est de développer sur un territoire donné, dans un périmètre donné, à la fois une offre et une demande d'hydrogène. Donc l'idée, c'est d'avoir sur un même territoire une production, une distribution d'hydrogène décarbonée qui est destinée à des usages, si possible, locaux. Donc, on a derrière ça une idée de boucle locale d'énergie. Et on a aussi une idée de décarbonation d'un territoire, ou en particulier de la mobilité lourde d'abord sur un territoire. Vous voyez que sur le même territoire, vous pouvez avoir donc des flottes, des collectivités territoriales en particulier, la mobilité lourde. On peut penser aux bus, on peut penser aux bennes à ordures, on peut penser aussi à des camions. Il y a donc les usages industriels, il y a la mobilité des acteurs privés, et puis l'hydrogène peut aussi servir, on n'en a pas parlé, puisque ça permet de stocker l'énergie donc de manière très efficiente, à des usages stationnaires ou nomades, que ce soit des groupes électrogènes classiques. L'avantage des groupes électrogènes qui fonctionnent à l'hydrogène, c'est qu'ils n'ont pas de bruit, ils ne produisent aucun bruit et évidemment aucune émission. Donc, un écosystème territorial hydrogène, l'idée consiste à, sur un territoire donné, trouver un optimum économique entre une production suffisante pour faire face à des usages suffisants. Et pour ce faire, les études que nous menons et que d'autres mènent pour déterminer la faisabilité d'un écosystème portent sur la détermination et la qualification des usages pour atteindre un seuil de rentabilité. Pour faire court, pas d'usage, pas d'écosystème. Suffisamment d'usage, on peut envisager de monter un écosystème dans un rayon, un diamètre de 100 à 150 km. Pourquoi? Parce qu'au-delà, transporter de l'hydrogène qui serait compressé
pour ensuite l'emmener dans des stations de distribution trop loin du point de production devient particulièrement cher. Le prix du transport et de la distribution devient pénalisant. Donc, quand on est un territoire donné, qu'on est gestionnaire d'un territoire, d'une collectivité, comme c'est le cas de Richard qui parlera après moi, et qu'on se pose la question, je voudrais envisager de basculer une partie de ma mobilité, par exemple, ou de mes process vers de l'hydrogène. Quelles questions on doit se poser? La première question, c'est quelles sont mes consommations? Quelles sont les consommations sur un périmètre donné? Usage privé, usage public, industrie éventuellement. Deuxième question, c'est quels seraient les usages pertinents pour la mobilité hydrogène. L'hydrogène est un très bon vecteur énergétique, mais il va mieux à certains types de mobilité, on va en parler. Donc, il ne va pas bien aujourd'hui, il n'est pas pertinent, ou en tout cas optimal pour tous les types de mobilité. La batterie, par exemple, est un vecteur qui permet de décarboner bien plus facilement une partie de la flotte, notamment des véhicules légers. Troisième question, le prix de mon hydrogène, est-ce qu'il va rester compétitif? Peut-il être compétitif? De quoi dépend-il avec le temps? Quatrième question, je souhaite évidemment consommer de l'hydrogène décarboné, d'origine, si possible, verte. Donc, quelles sont les sources d'électricité dont je vais pouvoir bénéficier? Et puis, les questions quand on est un gestionnaire de collectivité territoriale, c'est quel peut être le rôle de la collectivité? Et parce que ce n'est pas toujours le métier de la collectivité de rentrer dans un processus de production, de distribution, finalement, je ne dis pas de carburant, puisque techniquement c'est faux, mais de vecteur énergétique, peut-être qu'un partenaire industriel serait le bon choix. Comment le choisir? Donc, si on prend ces questions une par une, la consommation d'hydrogène, c'est assez simple, elle est proportionnelle aux usages que vous allez identifier sur un territoire donné. Philippe a évoqué tout à l'heure quelques chiffres. Vous voyez que l'écosystème territorial est normé dans le cadre de l'appel à projet du gouvernement. Il est normé autour d'un électrolyseur dont la taille a été fixée jusqu'à présent à 1 MW électrique. C'est un petit électrolyseur qui rentre qui est plus petit qu'un conteneur, si vous voulez, sur l'arrière d'un camion, qui va tourner au maximum, si on multiplie 365 jours par 24 heures, il va consommer 8760 MWh d'électricité, à peu près 45 000 m3 d'eau, et il va produire, là encore, si possible, tous les jours, 400 kg d'hydrogène par jour, c'est-à-dire un petit peu moins de 150 tonnes par an. Ça, c'est le format typique d'un écosystème territorial. Ça permet d'alimenter 20 à 25 bus, BOM ou camions porteurs, ou 140 voitures. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que la mobilité hydrogène est intéressante, mais elle n'est pas forcément la panacée pour tout. Ce graphique qui est tiré de Carbone 4 vous le montre. Il vous montre l'empreinte carbone moyenne de différents systèmes de mobilité. Donc, vous avez à gauche les véhicules thermiques diesel, les véhicules ensuite, si je vais vers la droite dans les colonnes batterie, le bio-GNC. Tout à fait en bas, vous avez les véhicules à batterie France avec 244 qui est au milieu du graphique, qui est la barre la plus basse. Les véhicules électriques batterie Union européenne juste après, dont l'empreinte carbone est un peu plus élevée simplement parce que le mix énergétique européen est bien moins décarboné que le mix énergétique français. Et à droite, vous avez les deux dernières barres, véhicules électrique hydrogène France et Union européenne. Et vous voyez que par exemple, le véhicule hydrogène en France est effectivement très intéressant en termes de décarbonation par rapport au diesel, au barre de gauche, mais il est, par exemple, un petit peu plus émissif que les véhicules à batterie. Alors, ce sont des choses qui se discutent. Je vous montre des exemples. Quels sont les usages, évidemment, mobilité par mobilité, par rapport à la batterie électrique? On va comparer, puisque c'est vraiment ce qui est comparable. Il y a deux mobilités électriques, batterie et hydrogène. Par rapport à la batterie, on a zéro émission locale et on a un processus qui est silencieux, exactement comme les véhicules à batterie. On stocke de l'hydrogène sans perte d'énergie stockée dans le temps. Ça, c'est important si on va vers des systèmes de stockage massifs ou même des systèmes décentralisés, ce qui n'est pas toujours le cas des batteries sur les voitures. L'énergie qui est disponible, donc qui est stockée, est indépendante des conditions d'utilisation. L'hydrogène est un très bon vecteur de stockage et qui est efficient. En termes de masse embarquée dans un véhicule, le dispositif qui permet de produire de l'énergie à partir de l'hydrogène, donc la pompe à chaleur et le réservoir en carbone tressé, est plus léger que la batterie électrique, notamment sur les véhicules lourds. Vous savez qu'un des freins au développement de la mobilité batterie sur les camions,
c'est qu'il faut tellement emporter de poids de batterie, je ne parle pas des avions, qu'au bout d'un moment, vous finissez par une partie de l'énergie qui consiste simplement à transporter les batteries qui vous permettent de donner de l'énergie. Donc l'hydrogène prend le relais typiquement parce qu'il est l'équipement est moins lourd. Évidemment, on a une plus grande autonomie puisqu'on embarque un vecteur énergétique qu'on peut compresser dans un réservoir et on a des autonomies de 400, 500, 600 km avec des véhicules à hydrogène sans aucun souci, avec un temps de chargement, bien sûr, qui est plus court, qui est un petit peu plus long que du carburant classique, mais qui est évidemment beaucoup plus court que des charges de batterie. Quelles en sont les limites? On en a parlé, l'hydrogène n'existant pas, il doit être produit, synthétisé, comprimé, j'allais dire transporté et distribué. Donc, c'est un coût de fabrication qu'il faut maîtriser. On est au démarrage d'une filière qui est émergente. Et donc, on est là encore dans des gammes de coûts qui sont élevées. Et puis, il y a la question de la disponibilité de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. C'est-à-dire que si effectivement il y avait un basculement massif, il faudrait probablement, en même temps qu'on installe les électrolyseurs, installer de la puissance renouvelable un peu partout en France, parce que sinon, il n'y en aurait pas assez. Dernière limite qui n'est pas négligeable, c'est qu'on est au démarrage d'une filière industrielle de véhicules, et donc la disponibilité et le coût des véhicules sont aujourd'hui assez faibles. On peut en commander, mais par exemple, en véhicule pour les particuliers, il y en a très peu. Alors, la mobilité hydrogène est particulièrement adaptée aux véhicules lourds, pour l'instant, qui nécessitent une grande autonomie et ou qui doivent fonctionner par tout temps. Je pense aux bus, je pense aux poids lourds, les poids lourds notamment avec des unités de réfrigération qui sont très consommatrices en diesel, hein, on les entend sur les parkings, qui tournent jour et nuit. Vous avez aussi tous les véhicules en bas à gauche de la diapo avec des besoins énergétiques additionnels. On parle des groupes froids, des groupes électrogènes. Et puis, vous avez la partie des véhicules plus légers qui ont des contraintes de disponibilité fortes, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir tourner, qui n'ont pas beaucoup de temps de recharge. Par exemple, ça peut être des taxis ou certains véhicules utilitaires. Donc, on insiste bien sur le fait que la mobilité hydrogène, pour l'instant, dans les conditions de production d'une part, de prix et dans les conditions d'offres existantes, est particulièrement adaptée à la mobilité lourde. Qu'est-ce qui influe sur le prix de l'hydrogène? Vous imaginez bien que c'est d'abord le prix de l'électricité, puisqu'on va électrolyser de l'eau pour en faire de l'hydrogène. On va aussi avoir le prix du transport, d'où le fait d'arriver à le distribuer de manière voisine de là où il est produit. Et puis, on a toute la partie investissement, donc l'électrolyseur, le compresseur, le stockage. Il y a toute une filière, si vous voulez, qui est industrielle. C'est de la production d'un gaz, hein, et ensuite son stockage, sa compression et sa distribution. Donc, quelle est la cible de prix? Les écosystèmes aujourd'hui aboutissent à des prix entre 9 et 10 euros le kilogramme d'hydrogène. Voilà, 9 et 10 euros, ça vous donne un équivalent de prix de diesel, probablement entre peut-être autour de 1,5 €, 1,7 € le litre de diesel. C'est simplement une équivalence de prix, hein. Ça ne veut pas dire que les véhicules valent le même prix, bien sûr. Quelle source d'électricité on peut utiliser pour produire de l'hydrogène décarboné? Bien évidemment, vous avez toutes ces sources d'énergie. L'éolien, le photovoltaïque, les énergies produites par les unités de valorisation énergétique, où on brûle les déchets, l'hydroélectricité, bien sûr, qui est probablement la plus adaptée puisqu'elle permet des taux de charge, de faire fonctionner l'électrolyseur très longtemps sur l'année. Et puis, il y a toujours, bien évidemment, le mix électrique français. Vous pouvez très bien brancher un électrolyseur sur le courant, alors pas chez vous, hein, parce que ça prend beaucoup, mais en installant un système par rapport au mix énergétique français, à ce moment-là, vous obtenez de l'hydrogène qui est décarboné au sens où le mix électrique français est décarboné, hein. Évidemment, il est d'origine essentiellement nucléaire. La contrainte, elle est donc de sourcer de l'énergie verte et d'obtenir un prix d'électricité stable dans la durée. Que peut faire la collectivité? Voilà ses différents rôles. D'abord, évidemment, elle choisit une politique de mobilité. Et une politique de mobilité, ça tient compte de plusieurs facteurs, les exigences réglementaires, ses prévisions d'évolution en matière d'énergie. Est-ce qu'elle est dépendante? Est-ce qu'elle est étendue? Est-ce qu'il y a beaucoup de mobilité sur son territoire ou au contraire, est-ce qu'elle est concentrée? Quels sont les véhicules qui sont disponibles? On commence donc par faire un diagnostic important et approfondi des flottes existantes. Encore une fois, l'hydrogène est une des solutions qui est adaptée à certains usages. On recense donc les usages adaptés à l'hydrogène et on planifie une conversion progressive à travers une approche multicritère, multicarburant. Par exemple, on note l'intérêt des véhicules à batterie pour les petits véhicules, les VUL,
et le moindre intérêt pour l'instant de descendre dans ces véhicules-là avec de l'hydrogène. Troisièmement, on évalue, la collectivité évalue au regard donc, de ses usages et de son approche fine de sa flotte, l'intérêt de développer un écosystème, c'est-à-dire de devenir producteur, ou simplement, parce qu'elle n'a pas assez de volume d'achat, de se positionner en acheteur. C'est-à-dire, je veux basculer à l'hydrogène, je n'ai pas assez pour produire, donc je vais me débrouiller à acheter pas trop loin. Très bien. Et en cas de développement possible d'un écosystème H2, c'est-à-dire si elle a suffisamment d'usage pour justifier qu'une production locale avec un électrolyseur d'un mégawatt soit installée, dans ce cas-là, elle va chercher à identifier un partenaire industriel, évidemment définir quel va être son rôle, son degré d'engagement, le cadre juridique du partenariat, et Richard en parlera juste après à travers l'exemple de sa collectivité. Choisir un partenaire industriel, c'est pour nous, consultants, un élément clé, je pense pour la collectivité aussi, tout simplement parce que c'est le bon moment pour savoir quel rôle on va jouer et avec qui on va le jouer. Et on le joue pendant un moment parce qu'on s'engage avec un partenaire industriel pendant un certain temps. Alors, nous préconisons, mais c'est notre approche, nous préconisons aux collectivités de passer par la procédure d'un appel à manifestation d'intérêt qui permet d'ouvrir le jeu, d'identifier des partenaires industriels. La collectivité donc, demande à des industriels ou des groupements de leur faire des offres ou des propositions. Elle évalue les technologies, elle peut être assistée pour cette évaluation, elle compare les solutions et cette procédure permet aussi de sécuriser un approvisionnement dans la durée et d'avoir tout l'appui du partenaire industriel sur le plan technique, sur le plan commercial, sur le plan aussi du risque financier de production. Nous considérons que c'est une procédure qui est souple et qui permet donc de choisir le partenaire au bout de quelques mois. Sachez pour finir qu'aujourd'hui, les dispositifs de soutien du gouvernement, on a parlé des 7 milliards au départ, vous savez, sont déclinés écosystème par écosystème à travers une procédure de filtre qui s'appelle les appels à projets de l'ADEME. Donc, en décembre 2020, mars 2021 et septembre 2021, 3 sessions ont eu lieu. Vous voyez que certains projets ont été retenus, 7 en décembre, 11 en mars et ceux qui ont été déposés en septembre 2021 sont toujours en cours d'analyse et de validation par les ministères sur la base d'une présélection proposée par l'ADEME. Les régions elles-mêmes mettent des appuis financiers en place à travers, là encore, des appels et manifestations d'intérêt ou des appels à projets, des subventions en général additionnelles. Et il existe aussi des aides à l'achat de véhicules, que ce soit nationaux ou régionaux. Voilà. L'idée qu'il faut considérer, c'est que quand on monte un écosystème, on va chercher à maximiser dans le cadre, évidemment, des règles européennes et des plafonds d'aide existants, tous les dispositifs possibles. Je finis avec le dispositif d'aide aux études amont. Pourquoi? Parce que quand on commence à étudier le potentiel hydrogène sur un territoire, on fait une étude d'opportunité ou de préfaisabilité. Et l'ADEME est en capacité d'aider toute collectivité, entreprise, association qui réfléchit à l'utilisation de l'H2. Et au moment de la réflexion, avant la signature d'un contrat, donc pour une étude, l'ADEME peut effectivement prendre en charge 70%, jusqu'à 70% dans la limite de 50K euros, une étude. Et on voit très souvent ces études émerger. Elles permettent de bien cadrer les choses et d'envoyer aux élus probablement le bon signal sur ce qu'il est envisageable de faire. Voilà, j'ai terminé pour ce brief sur l'écosystème territorial. Je peux prendre quelques questions. Je ne sais pas si on dispose de beaucoup de temps en revanche. Ouais, Jean, je veux bien t'aider sur les questions parce que du coup, j'ai regardé les questions. Il y a 2 ou 3 choses qui sont intéressantes à dire. Donc, en fait, il y a une question qui pose notamment, qui porte sur le fait, est-ce que l'hydrogène produit par électrolyse sera utilisé dans une pile à combustible pour restituer, pour produire l'électricité? La réponse est non, pas forcément. On peut avoir de l'hydrogène produit par électrolyse qui va être utilisé dans les process industriels. Par exemple, pour produire l'ammoniac et les engrais qui sont les dérivés de l'ammoniac. Donc, il y a d'autres usages possibles. Et d'ailleurs, ce que vient de dire Jean est très important, c'est que dans le programme français de développement de la filière, la priorité, c'est quand même de réduire la part d'hydrogène issue de vaporeformage pour les besoins industriels, pour la remplacer par de l'hydrogène produit par électrolyse.
Il y a des questions aussi sur, sur le graphe de carbone 4. Il y a quelques questions. Il y a notamment une question qui porte sur le fait pourquoi, en fait, les véhicules hydrogène sont plus émetteurs de carbone finalement que les véhicules à batterie quand c'est une connexion au réseau, alors que c'est la même électricité. La réponse, elle tient au fait que, comme on l'a vu en début de présentation, on a besoin de plus d'électricité pour produire la même énergie, en fait. Donc forcément, on a, dans le cadre de l'hydrogène contre les batteries électriques, un impact carbone lié, par exemple, à l'électricité du réseau qui est plus important. Il y a pas mal de questions auxquelles on pourra peut-être répondre par écrit, parce qu'il y a ici sur des chiffrages. Je pense qu'on arrive. Oui, alors toutes les questions sur les chiffrages, oui, on n'a pas forcément du tac au tac la possibilité de répondre à toutes les questions sur les chiffrages. Il y a une question sur 1 mégawatt électrique, c'est le milieu d'un écosystème territorial rentable. En fait, ce chiffre a été fixé par l'ADEME, par le gouvernement, hein, probablement pas par l'ADEME, mais par le gouvernement en tout cas, il y a 2 ans, qui était un arbitrage, si vous voulez, entre quel est le seuil minimal de production qui a du sens sur un territoire pour alimenter 20, 25, 30 poids lourds, vous voyez, en deçà duquel rien ne serait rentable parce que le prix au kilo, une fois amorti l'investissement et le prix de l'énergie, le prix au kilo deviendrait trop élevé. Et au-delà duquel, si vous demandez à installer des électrolyseurs de 4, 5, 10 mégas, là, il vous faut effectivement des flottes et des usages de centaines de véhicules lourds qu'on n'arrivera pas à trouver sur les territoires facilement. Donc, c'était un peu une taille, si vous voulez, rentable et un arbitrage aussi territorial. Maintenant, ça n'est pas toujours facile d'atteindre l'équilibre avec un électrolyseur d'1 mégawatt électrique, l'équilibre économique notamment. Ouais, il y a une question, il y a eu plusieurs questions sur le platine, sur le fait que est-ce que ce n'est pas de nature à remettre en cause la viabilité de la solution. En tout cas, c'est moins exigeant que les véhicules à batterie électrique qui, eux, nécessitent davantage de matériaux, davantage de métaux, et donc posent plus de problèmes en termes de tension sur les ressources minérales nécessaires pour le développement de la technologie. Donc, de ce point de vue-là, avantage à l'hydrogène par rapport aux batteries électriques. Il y a pas mal de questions aussi sur le comparaison hein, entre le train versus les poids lourds à hydrogène, entre les masses des batteries versus les masses, etc. etc. Alors, il faut bien comprendre qu'à Enoya, nous, on l'a dit au départ, on n'est pas un vendeur de solutions. C'est-à-dire, on est absolument clair sur le rôle de l'hydrogène et tout ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène. Et on va conseiller effectivement nos clients dans une indépendance complète. Mais bien évidemment, il y a des solutions alternatives et parfois, vous avez des territoires qui souhaitent aller vers de l'hydrogène et nous, en tant que conseil, mais d'autres aussi, hein, et l'ADEME leur disent, vous savez, sur ce segment de mobilité, l'hydrogène n'est pas pertinent. Vos camions ne roulent pas assez, vos bus ne roulent peut-être pas assez, les contraintes opérationnelles ne sont pas assez importantes. Et donc, les subventions de l'État à travers le programme ne vont pas, ces mobilités-là ne vont pas nécessairement être éligibles à la subvention hydrogène. Donc, il faut toujours garder en tête l'approche différentielle du sujet et mettre le paquet sur la mobilité hydrogène quand elle est vraiment justifiée. Ouais. Une dernière réponse avant de laisser la parole du coup à Vallée Sud pour la suite. Je vois qu'il y a un commentaire sur le fait qu'il y a eu une station hydrogène qui a été déployée sur un territoire où il n'y a pas de véhicules hydrogène. Et donc ça, effectivement, c'est une question centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déployer l'hydrogène est pertinent si on arrive à avoir des usages en face. Sinon, on est face à quelque chose qui n'arrive pas à trouver d'équilibre économique ni d'intérêt. Donc la question des usages est fondamentale et je dirais que c'est le point de départ de toute étude sur un écosystème territorial hydrogène, c'est de bien comprendre quels sont les usages potentiels qu'on peut adresser. Voilà, et je pense que du coup, ça fait une bonne transition avec nos collègues de Vallée Sud Mobilité. Bonjour à tous.
Richard Laurent, donc je suis le directeur de Vallée Sud Mobilité et le directeur général de sa première filiale qui s'appelle Vallée Sud Hydrogène. Je vais avoir une présentation assez rapide, mais qui a juste pour but d'être une déclinaison directement opérationnelle de ce que vous a présenté Jean à l'instant. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, elles ont une véritable obligation, une véritable envie, et en particulier en Île-de-France, de décarboner en fait et de réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Et dans les Hauts-de-Seine, un certain nombre de collectivités, la mairie de Clamart, la mairie de Fontenay-aux-Roses et l'établissement public Vallée Sud Grand Paris, qui regroupe 11 collectivités du sud de la capitale, ont décidé de créer une société d'économie mixte, donc une société privée au capital majoritairement public, aux côtés d'autres acteurs comme Safidi ou comme Arkea Bank, ont décidé de créer une société dédiée à la mobilité propre au sens large du terme, pour travailler en fait sur toute la chaîne de production d'une mobilité électrique. Donc travailler sur toute la chaîne de production, ça veut dire quoi? Ça veut dire en amont donner l'accès à la population aux ressources énergétiques propres, que ce soit de la ressource énergétique électrique, de la ressource énergétique hydrogène. C'est aussi avoir une gestion plus pertinente en fait du stationnement dans les centres-villes, puisque le stationnement, quoi qu'on en dise, c'est un des aspects de la mobilité, même si les deux termes sont antinomiques. Et puis, une fois qu'on a parqué sa voiture, qu'est-ce qu'on fait du dernier kilomètre, en fait, entre le moment où on a garé sa voiture et la dernière destination que l'on fait dans le centre-ville? Et qu'est-ce qu'on va faire demain, une fois qu'on aura interdit les véhicules thermiques ou au gasoil dans les centres-villes? Comment vont être gérées en fait la logistique du dernier kilomètre? Quelle forme de logistique propre entre finalement un mode de consommation qui va de plus en plus vers la livraison et puis cette conjugaison de mobilité qui doit être propre. Et donc cette société a été créée le 27 avril 2001, elle a presque un an aujourd'hui, pour travailler sur ces différents axes. Sur la question de l'hydrogène, même constat que ce qu'a fait Jean ou Philippe tout à l'heure. Le secteur des transports, en particulier en Île-de-France, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, 31% au niveau national, 34% en Île-de-France. Et donc la collectivité, en particulier Vallée Sud Grand Paris, donc le regroupement de 11 collectivités, lui a travaillé sur deux axes. C'est la réduction des déplacements en voiture, donc c'est un renforcement du réseau de transport en commun, c'est des infrastructures dédiées au vélo en particulier, et c'est aussi décarboner les véhicules lourds qui sont évidemment les principaux émetteurs. Sachant que toute collectivité a dans son patrimoine en fait une flotte de véhicules plus ou moins légers, plus ou moins utilitaires et plus ou moins lourds. Très concrètement, sur Vallée Sud Grand Paris, les flottes de véhicules lourds dont elle dépend sont les bennes à ordures ménagères et sont les bus soit de la RATP, soit exploités par la RATP, donc achetés par Île-de-France Mobilité, soit des bus gérés en direct en fait par l'établissement public territorial. Comme l'a dit Jean, en fait, le constat, c'était de dire aujourd'hui, sur mon territoire, 450 000 habitants, j'exploite 27 bennes à ordures ménagères. Et une benne à ordures ménagères, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un poids lourd avec énormément de poids et une presse hydraulique qui demande énormément d'énergie pour écraser en fait les déchets qui sont à l'intérieur. Et pour illustrer en fait les propos précédents, si je fais une benne à ordures ménagère avec une pile électrique, il me faut à peu près une batterie qui soit de la taille
de la benne à ordures ménagères proprement dit. C'est-à-dire que je vais avoir deux véhicules, un qui va être la batterie et l'autre le camion, et avec un temps de recharge qui va être supérieur à 24 heures. Quoi. Donc, autant dire que c'était juste inexploitable. Pour les bus, on est sur des thématiques différentes. Un bus électrique dans Paris intramuros est particulièrement usité par rapport au nombre de kilomètres qui est fait. Par contre, un bus qui va traverser qui va partir en fait du sud de l'Île-de-France pour arriver dans Paris, lui, la notion d'autonomie et de rapidité de réserve, en fait, la rapidité de faire un remplissage d'énergie avait toute sa pertinence. Donc, la décision a été prise, en fait, de monter un projet de construction, de production et de distribution d'hydrogène vert. Hydrogène vert, je ne reviens pas dessus, on a expliqué tout à l'heure l'intérêt par rapport à des sources d'hydrogène gris ou autres, et a été créé, en fait, le 16 décembre 2021, une filiale de Vallée Sud Mobilité qui s'appelle Vallée Sud Hydrogène, en partenariat avec Dynamics, donc qui est la filiale hydrogène du groupe EDF, avec un mode de partenariat qui est un peu particulier, qu'on voit très peu ailleurs, en fait, parce qu'aujourd'hui, certaines collectivités rentrent dans des sociétés de projet, mais en étant un sleeping partner, en fait, en amorçant, en étant à l'origine de l'idée, à l'origine, en fait, des usages qui vont être utilisés et auxquels l'hydrogène sera vendu. Mais on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant, en fait, une collectivité ou son opérateur, société d'économie mixte, qui décide d'être finalement le patron chez lui et le dirigeant et de cette société industrielle. Simplement, une société d'économie mixte n'a pas une genèse industrielle, et donc il a été décidé de s'associer, en fait, avec un partenaire industriel qui connaît bien le sujet, partenaire industriel qui est rentré, mais de manière minoritaire, en fait, dans cette structure. Donc aujourd'hui, très clairement, sur le territoire de l'Île-de-France, vous avez une première société d'économie mixte qui est un acteur majeur vraiment dans la production et la distribution d'hydrogène sur un certain nombre d'usages qui ont été d'ores et déjà définis. Je dis un petit mot pour faire le lien avec ce qu'avait dit Jean tout à l'heure sur le choix, en fait, du partenaire industriel. Vallée Sud Mobilité a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour savoir qui serait partisan de venir à nos côtés pour lancer ce défi. À notre très grande surprise, on a eu énormément de réponses. On a eu 11 sociétés qui se sont présentées, toutes différentes les unes des autres. C'est-à-dire, on avait des grands énergéticiens qui aujourd'hui travaillent dans l'énergie carbonée et qui créent des filiales, en fait, de production d'hydrogène et qui ont voulu venir à nos côtés. On a eu des producteurs d'énergie renouvelable qui se sont dit venez avec nous parce qu'on vous fournira l'énergie verte nécessaire à votre électrolyse. Et puis, on a eu également des bureaux de conseil qui connaissaient extrêmement bien, en fait, ce secteur d'activité et qui étaient capables, en fait, de monter une usine de production et de distribution du début jusqu'à la fin de la chaîne. Bureau de conseil qu'on a pas retenu malgré certaines qualités de réponse, principalement pour des raisons financières. Parce que, comme vous allez le voir juste après, en fait, le projet demande énormément d'investissement. Et après, c'était une question de crédibilité financière du porteur de projet à nos côtés. Quand il faut mettre 20, 30 ou 40 millions sur la table, s'associer avec une petite structure qui a un capital social de 1 500 €, c'est un peu compliqué. Et donc, on n'a pas voulu prendre ce risque financier pour porter un projet industriel. De l'avis même de l'ADEME, en fait, donc on a déposé un dossier en septembre 2021, on attend la réponse des résultats de l'ADEME. De l'avis même de l'ADEME, le projet présenté par Vallée Sud Hydrogène est un des projets les plus matures
et les plus avancées aujourd'hui que l'on a, en tout cas en Île-de-France, encore une fois, pour des raisons de crédibilité en fait, des usages qui seront mis derrière. Parce qu'aujourd'hui, on a 80% des usages, c'est-à-dire 80% du chiffre d'affaires de vente d'hydrogène est aujourd'hui assuré par un engagement ferme d'un certain nombre de collectivités ou d'institutionnels que sont Vallée Sud Grand Paris pour l'achat de bennes à ordures ménagères et l'exploitation de bennes à ordures ménagères avec des véhicules hydrogène, des engagements fermes d'Île-de-France Mobilité pour acquérir une trentaine de bus, alors pas en une seule fois, hein, c'est étalé sur 4 ou 5 ans, mais acquérir 30 bus à hydrogène dont les circuits en fait les circuits de circulation des bus sont d'ores et déjà ciblés sur certaines lignes données. Et puis, on a des engagements également des acteurs du BTP, comme les paveurs de Montrouge, ou de grands transporteurs comme la SAVAC, qui a un grand groupe de transport de personnes en Île-de-France, qui se sont aujourd'hui engagés et ont déposé en même temps les dossiers à l'ADEME pour acquérir des véhicules à hydrogène. Je parlais tout à l'heure des engagements financiers. C'est important puisque l'investissement de l'usine de production et de distribution aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros hors taxe, c'est une somme très significative. Donc, où Vallée Sud Mobilité et Dynamics, en fait, sont les principaux investisseurs dans cet environnement. Autant l'usine fait 20 millions d'euros, autant les usages, eux, font 45 millions d'euros au total, à peu près moitié-moitié, 20 millions pour les 30 bus et les 27 bennes à ordures ménagères, et 5 millions d'euros pour les véhicules lourds et autocars de la SAVAC. Vous voyez, donc, porter en fait un projet de production et de développement d'hydrogène, ça demande des investissements très forts, à la fois du côté des porteurs de projets, mais aussi des gens qui vont s'engager à aller dans cette démarche. Et comme l'a dit Jean tout à l'heure, en fait, cet engagement, il doit vraiment être local, parce qu'aujourd'hui, si des gens hésitent à rentrer dans ce système, c'est parce que le réseau de distribution en fait, de cet hydrogène, il n'existe pas, il est à créer en même temps que l'usine de production. Et c'est ça qui est particulièrement difficile à appréhender pour ceux qui désirent acheter des véhicules à hydrogène, et c'est ça qui est particulièrement difficile à appréhender pour des gens qui disent j'investis ou j'investis pas, quoi. En fait, voilà, c'est qui de l'œuf ou de la poule va commencer, quoi. C'est un peu ça le sujet. Aujourd'hui, de manière un tout petit peu plus technique, notre station de production et de distribution, elle va être une station de 3 MW. Jean avait expliqué tout à l'heure que finalement, un modèle minimal en dessous duquel le seuil de rentabilité n'est pas atteint, c'est 1 MW. Nous, avec les usages que l'on a avancés, on arrive à des usages qui permettent de mettre un électrolyseur de 3 MW. Aujourd'hui, les subventions, que ce soit les subventions françaises ou les subventions européennes, qui ne vont plus aller que vers des projets qui soient suffisamment gros. Donc 3 MW, ça va devenir le minimum demain. Aujourd'hui, ça ne l'est pas encore, mais ça risque de devenir le minimum demain. Et ils vont surtout, et ça c'est plutôt vrai pour l'Europe, ils vont surtout financer des projets, non pas unitaires, mais des projets qui vont se trouver dans un corridor de production sur une ou plusieurs régions données. Et donc, c'est là où un opérateur va avoir toute son importance, c'est-à-dire ne pas travailler que sur un projet donné, mais pouvoir travailler sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que Vallée Sud Hydrogène aujourd'hui, qui est créé en fait sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris, a dans ses statuts la possibilité de travailler sur tout le territoire français.
On met 2 points de distribution, un sur Châtenay-Malabry, sur un terrain qui est d'ores et déjà acquis en fait par la société, et un deuxième sur un site qui appartient aujourd'hui à la RATP et qui est sous promesse d'achat auprès de la RATP. Pourquoi ce site? Puisque en fait, les bus à hydrogène qui vont être exploités par la RATP en fait seront remisés. Seront garés en fait en soirée sur ce site, et on installe l'usine de distribution d'hydrogène à ses côtés. Le coût de transport dont on parlait tout à l'heure est une composante du prix qui n'est pas loin d'être neutre entre les deux, l'usine de production qui se trouve à Châtenay-Malabry et l'usine de distribution, une des usines de distribution qui se trouve à Châtenay-Malabry. Il y a 6 km, donc ça reste un coût de transport qui est marginal globalement sur l'ensemble. C'est un projet extrêmement ambitieux puisque les stations devront être ouvertes pour le 1er janvier 2024, puisque c'est la date de renouvellement en fait de la délégation de service public des bennes à ordures ménagères. Et donc là, on n'a pas le choix, on doit être prêt pour cette date-là. On a ensuite comme objectif, l'année 2024 est une année de Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques ont aujourd'hui 2000 véhicules qui sont tous des véhicules propres, véhicules électriques ou véhicules à hydrogène. Toyota, qui est un des partenaires officiels, a normalement entre 700 et 800 véhicules Toyota Mirai à hydrogène sur le territoire, et aujourd'hui cherche un fournisseur d'hydrogène vert, parce que l'hydrogène gris, on peut en trouver aujourd'hui partout, y compris pour des flottes de véhicules, cherche ce fournisseur d'hydrogène vert, et on est ciblé avec notre partenaire Anamix pour être le fournisseur d'hydrogène des Jeux Olympiques. Le but également pour nous, c'est d'acquérir en fait une partie de la flotte de véhicules des Toyota Mirai qui seront remises sur le marché juste après les Jeux Olympiques. Pour terminer, ce projet fait beaucoup d'émules. On a très peu communiqué dessus parce qu'on attendait en fait d'avoir la certitude que le projet soit fait, que les engagements soient pris par les collectivités locales, que la société d'hydrogène soit créée pour commencer à communiquer. Et en fait, ça commence à se savoir beaucoup. Et aujourd'hui, on a certaines collectivités qui nous disent finalement, monter ce projet-là, c'est quand même assez complexe. Il faut des équipes dédiées que les collectivités n'ont pas forcément. On n'a pas forcément le temps ou l'envie de créer des sociétés d'économie mixte qui soient sur ce sujet. Et surtout, mes usages sont tels que j'ai envie de rentrer dans la démarche, mais je n'ai pas des usages suffisamment importants pour créer ma propre unité de production. Et donc aujourd'hui, des collectivités, soit du département, soit d'autres départements limitrophes, viennent nous voir en disant, voilà, j'ai mon projet, aidez-nous à trouver les véhicules et aidez-nous à installer des centrales de distribution d'hydrogène, soit sous forme de centrales mobiles, soit sous forme de centrales fixes sur nos territoires. La grande aventure est en cours. Voilà. Donc, merci Richard pour cette présentation. On va passer aux questions. J'ai sélectionné quelques questions pour répondre à l'oral, puis on répondra aux autres en écrit. Donc, d'abord, sur la source d'énergie en fait de notre station de 3 MW. Donc, effectivement, tout le projet sera inutile si la source d'énergie pour alimenter notre électrolyseur n'est pas renouvelable. Et du coup, c'est l'intérêt principal de notre projet, c'est d'avoir des sources d'énergie renouvelables comme l'éolien, le PV qui sont garanties par notre partenaire Dynamix. Une seconde question serait sur au niveau de la mobilité lourde, l'hydrogène est compétitif au bio-GNV ou au GNV. Donc, quels sont les critères en fait qui vont permettre de choisir l'un ou l'autre? Donc, d'abord, j'insiste sur le fait que pour le GNV, lors de sa combustion dans les moteurs des véhicules, donc, on voit clairement que ça a presque le même rendement que l'hydrogène, mais en fait, il émet pendant sa combustion des
des particules fines et en particulier les NOx. Et du coup, l'hydrogène va permettre de non seulement ne pas émettre du CO2, mais il émet uniquement de l'H2O à condition que la source qui a été utilisée pour le produire et à la fin l'utiliser, c'est des sources d'énergie renouvelables. Une autre question serait en termes de besoins de décarbonation. Ne vaudrait-il pas d'abord commencer par les industries en grès plutôt qu'envisager que la mobilité? Donc, en fait, effectivement, l'objectif, c'est que l'hydrogène aussi remplace le pétrole et les énergies fossiles dans toutes les industries. Et comme déjà, on utilise beaucoup l'hydrogène, mais qui est extrait du vaporoformage dans les industries pour produire ces engrais et même d'autres matériaux. Donc, c'est envisageable qu'on utilise dans les industries plutôt cette énergie verte qui est produite à partir de sources renouvelables pour former ces engrais-là et les matériaux. Donc, il y a d'autres questions en fait plutôt un peu plus techniques qu'on pourra répondre en écrit. Je ne sais plus si on a beaucoup de temps pour cela. Oui, Christelle, il y a encore un petit 10 minutes, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les traiter. D'accord, oui. Je vois une question sur la rentabilité économique de la filière versus la quantité de déchets produits et donc ramassés, avec un auditeur qui s'interroge sur le fait de dire finalement, dans une démarche d'environnement durable, c'est surprenant que votre filière, elle dépende de la quantité de déchets qui est produite. C'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, sur les 6 dernières années, la quantité de déchets qui a été ramassée en fait, sur le territoire de Vallée-Sud-Grand Paris a très significativement diminué. Et petit à petit, l'est encore. Ceci dit, ce ramassage de déchets, il existe, il existera toujours, il diminuera peut-être encore. Mais aujourd'hui, le fonctionnement des bennes à ordures ménagères, il existera. Donc, de toute façon, on va utiliser. Si demain, le sujet, c'est avec 27 bennes à ordures ménagères, j'équilibre et que demain, je n'ai plus besoin que de 20 bennes, ça se fera dans le temps. Et dans le temps, j'aurai d'autres usages qui seront arrivés. Encore une fois, avec 3 mégawatts aujourd'hui, je suis quasiment je peux fournir la quasi-totalité des usages, mais je vais en fournir encore davantage sur les autres collectivités. Enfin voilà, il n'y a pas de... Tant mieux si la gestion des déchets, si la quantité de déchets baisse, mais ce ne sera pas un sujet pour la rentabilité économique de l'usine, en fait. Il y a aussi d'autres questions concernant quelles sont les caractéristiques de l'hydrogène gris. Donc, en fait, toutes ces couleurs qu'on associe à l'hydrogène, vert, bleu, gris ou jaune, en fait, vient de la source qui l'a produit, de la source électrique qui l'a produit. Donc, l'hydrogène gris, c'est principalement l'hydrogène qui est formé par vaporoformage, qui est la source, en fait, qui a produit cette électricité pour le synthétiser, c'est les énergies fossiles. Et sinon, concernant notre station, en fait, il y aura en fait sur Châtenay-Malabry une station de production et de distribution en même temps. Donc, la question était pourquoi ne pas rapprocher les deux stations? Donc, sur Châtenay-Malabry, il y aura les deux, la production et la distribution. Mais comme en fait, on souhaite développer et mettre plusieurs points de ravitaillement sur le territoire. Donc, on a choisi Bagneux, qui est relativement proche de Châtenay-Malabry. Et on a choisi, bien sûr, suite à des études, les localisations les plus stratégiques pour tous les usages qu'on a pu, pour le moment, sécuriser. J'ai 2 questions intéressantes, totalement différentes l'une de l'autre. L'une qui demande
qui constate qu'un bus parcourt en moyenne 160 km par jour et comment justifier en fait d'utiliser des bus à hydrogène par rapport à un bus électrique à batterie qui lui aussi peut faire 160 km par jour. Alors ça a été beaucoup étudié et c'est pour ça que finalement dans Paris Intramuros en fait ce sont des bus à batterie qui ont été 100% électriques qui ont été choisis, y compris sur certaines zones de la première couronne. Aujourd'hui, les lignes de bus qu'on a choisies parcourent entre 195 au plus bas et 220 km, où là, effectivement, on dépasse le seuil d'équilibre en fait entre le choix de l'électrique ou le choix de l'hydrogène. Après, il y a très clairement Île-de-France Mobilité dans cette démarche a aussi un rôle d'amorçage de la filière hydrogène en disant voilà, à 160 km, j'hésitais à faire le pas, à 210 km, je fais le pas parce que, un, c'est rentable, même s'il n'y a pas un gain extraordinairement plus élevé, mais un, c'est rentable et deux, je participe à l'amorçage de cette filière. La deuxième question intéressante, c'était comment garantir que l'énergie électrique qui va me servir à mon électrolyse de l'eau soit une énergie verte. Et alors, avec un lien en disant, mais finalement, si c'est de l'énergie éolienne, il n'y a pas du vent tout le temps, donc comment vous pouvez garantir d'avoir de l'électricité qui soit verte? Alors, ça ne se passe pas totalement comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux mettre une éolienne, mais je ne pourrai jamais brancher mon éolienne sur ma station électrique. Aujourd'hui, en France, à quelques exceptions près, mais qui sont encore très rares, ça changera peut-être, je l'espère en tout cas, mais quand on produit de l'énergie, on ne peut pas l'affecter en fait à une usine de production donnée. Il faut la remettre sur le réseau et la racheter après sous une forme. Donc on la vend au réseau et on la rachète en fait sous une forme ou sous une autre. Et donc du coup, on est sur des achats en fait d'électricité, sur des contrats d'achat d'électricité à origine garantie. C'est-à-dire qu'on a des contrats qui nous disent, ben voilà, sur le réseau électrique, il y a tant d'énergie verte qui a été injectée en fait par des opérateurs d'énergie renouvelable verte. Cette énergie a une valeur et moi je vous achète cette valeur. Je vous donne un exemple. Valais Sud Mobilité a réactivé certaines bornes des ex-stations Autolib en fait qui étaient parties. Le point de livraison électrique est un point de livraison où nous on a un contrat d'approvisionnement d'électricité avec une société de production hydraulique du sud de la France qui s'appelle Provence Hydraulique, je crois, ou Provence Électricité, qui ne produit que de l'énergie hydraulique sur le Rhône et qui le vend. Et donc, nous, on achète en fait ces certificats d'origine garantie verte. En fait. On a juste une dernière question qui est intéressante. Donc, de quelle taille doit être l'emprise de la station pour la production et l'avitaillement? Donc, en fait, sachez qu'il y a beaucoup de contraintes ICPE et environnementales à prendre compte, ainsi que des distances de sécurité de prendre en compte dans les dispositions des composants sur la station. Donc, nous, dans notre cas, c'est environ 3000 mètres carrés les deux emprises, mais il faudra vraiment considérer que voilà, il y aura vraiment des espaces considérés des distances de sécurité et des conditions à respecter dans le cadre ICPE de la station.